Bonjour, bienvenue sur votre webinaire immobilier de Patrimoine 24. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir 3 sociétés de gestion avec des dignes représentants. Nous avons la société Primonial REM avec Philippe Chambéry, qui est directeur commercial retail. Bonjour Philippe. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de te recevoir dans le webinaire immobilier de Patrimoine 24. Nous avons également la société Sofidy avec la personne de Nicolas Van den Ende. C'est ça, j'ai bien prononcé? Exactement. Bonjour Bon. Benjamin. Super, directeur de l'épargne. Et nous avons également la société Keys Reim avec Grégory Nola, qui est directeur général en charge du développement. Bonjour Grégory. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Ce sont des retrouvailles pour nous, Grégory. Grande retrouvaille, On Benjamin. ne citera pas la vie personnelle, mais ce sont des retrouvailles. Tout à fait. Donc, bonjour messieurs, donc c'est le deuxième épisode du webinaire immobilier de Patrimoine 24. L'idée de ce webinaire, c'est tout simplement de donner des points d'information, des points d'explication aux conseillers qui travaillent avec vos solutions et d'apporter un peu d'informations par rapport à ce qui se passe sur le marché en règle générale. Donc aujourd'hui, on va parler inflation, on va parler éventuellement normes environnementales qui vont s'appliquer dans l'immobilier avec les questions qui vont arriver et que les conseillers vont devoir poser à leurs clients. On va parler éventuellement du retour du Covid. Il y avait la version 1, la version 2, la version 3, je ne sais plus à laquelle on est, mais en tout cas, il y a un retour du Covid. Et c'est de voir un petit peu comment tous ces sujets-là, finalement, comment vous les analysez, vous, dans votre gestion et comment vous le traitez au quotidien et quelles sont les perspectives que vous pourriez éventuellement donner aux gens qui regarderont ce webinaire. Pour commencer, je vais vous demander de présenter vos sociétés pour ceux qui ne les connaîtraient pas assez brièvement. Et donc, on va commencer par Grégory Nola de Keys Reim. Voilà, donc si tu peux nous présenter un peu Keys, qui vous êtes, votre pédigré, voilà. Merci Benjamin. Donc rebonjour à tous. Donc Keys Reim est une société de gestion qui existe depuis 11 ans maintenant. Notre positionnement, c'est de faire du private equity immobilier. Donc nous sommes une société de gestion qui nous adressons principalement à des investisseurs professionnels au sens de la MIF. Donc nous proposons des fonds d'investissement dont l'objet est de créer de la valeur à des investisseurs dont la contrepartie est d'être professionnel et donc d'avoir un certain niveau de culture et d'éducation, et donc avec un ticket minimum à 100 000 euros. Et pour aller sur ce que nous faisons, nous avons donc plusieurs fonds qui ont été lancés par le passé avec des thématiques sur des stratégies value-add ou des stratégies thématiques pures, murs et fonds, hôtellerie, lifestyle par exemple. Et aujourd'hui, on continue à développer un fonds qui est le plus gros FIA du marché, qui est labellisé ISR, dont je ne peux pas citer le nom, pour des raisons simples, c'est qu'il n'est pas grand public, mais qui a dépassé les 800 millions d'encours sous gestion et permet de compléter ce que les partenaires retrouvent par ailleurs en offre, en allant chercher des niveaux de risque un peu plus élevés par bien évidemment certains mécanismes utilisés dans le private equity immobilier, que ce soit l'utilisation du levier ou d'autres façons de créer de la valeur en titrisant des actifs ou prenant des responsabilités en termes de risque sur du foncier ou des choses comme ça. Voilà. D'accord, merci. Alors oui, bien préciser le fait que aujourd'hui, vous ne faites pas de la SCPI, contrairement à Philippe et à Nicolas, qui eux sont des acteurs, alors peut-être pas pour Primonial, mais plutôt pure player SCPI, ce dont on va parler aujourd'hui. Vous, chez qui, c'est pas du tout de la SCPI, hein, c'est un petit peu différent. Hein. Voilà, des FPCI, des FPS, ce sont des fonds qui ont plus de latitude, mais plus de risque aussi, hein, je le précise, qui ont plus de latitude de travail puisqu'elles peuvent aller sur un peu plus de partie de la chaîne alimentaire de l'immobilier en faisant du portage foncier, prendre des opérations immobilières avant permis de construire jusqu'à des opérations plus mûres puisqu'on fait à la fois du développement et également de la construction et de la commercialisation. Donc plus de risques pour aller chercher plus de valeur potentielle. Et si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de distribution trimestrielle comme sur les SCPI. Non. Donc, c'est une valorisation, c'est une valeur liquidative qui se valorise. Voilà. Capitalisation avec comme contrepartie quand même, c'est d'avoir quand même deux avantages qui ne sont pas anodins. Ce sont des produits qui ne sont pas traités en IFI d'un point de vue fiscal et dont le traitement de la plus-value de cession est à la flat tax. D'accord. Voilà, ce n'est pas des revenus immobiliers, donc ce n'est pas confiscatoire, en tout cas sur l'enveloppe nominative directe, hein, j'entends. Okay. Voilà, donc c'est l'avantage de ces fonds professionnels, mais qui s'adressent à des investisseurs professionnels au sens de la MIF, je précise.
Mais grâce à de très bonnes stratégies patrimoniales, y compris avec la SCPI, on arrive aussi à faire des montages où on peut optimiser. Tout à fait. Voilà. Je ne dirais pas le Je ne contraire. citerai pas le nom, la fiscalité. Bon, je l'ai fait. Merci Grégory. Nicolas, Sofidy, c'est qui? C'est quoi? Alors, C'est bien Sofidy, connu du marché? Ouais, Sofidy, c'est une société de gestion. On fête nos 35 ans. Donc, on intervient sur le marché des professionnels de la gestion du patrimoine avec des véhicules immobiliers, mais plutôt orientés grand public, effectivement. Avec en premier lieu les SCPI. On vient de cet univers-là, avec notamment Immorand, qui est une des figures, une des SCPI emblématiques du marché, mais pas que des SCPI. Derrière les 7 milliards sous gestion, quand bien même il y a à peu près 80% de ces 7 milliards, c'est de la SCPI, on s'est développé sur toute une gamme de fonds immobiliers, sous toutes leurs formes, tout ce qu'on peut trouver, donc sous forme SCPI, OPCI, société civile également, plutôt orientée sur la distribution dans l'univers assurantiel. Et puis, depuis quelques années, on a développé une expertise dans l'immobilier coté, donc on gère même des OPCVM investis sur l'immobilier coté. L'objectif étant d'assurer une maîtrise de la chaîne assez globale sur différentes typologies d'actifs. C'est vrai qu'on est bien connu pour notre savoir-faire dans l'immobilier de bureau, dans l'immobilier de commerce également, et plus particulièrement le commerce de centre-ville, qui est une matière qu'on affectionne et qu'on cherche à mettre en avant depuis 35 ans maintenant, et sur laquelle on a encore énormément de croyances. Mais on investit également, on a un savoir-faire pour aller chercher de l'immobilier dans de la logistique, dans l'hôtellerie de plein air. On a fait partie des tout premiers à aller acheter des murs de camping, du résidentiel également. Bref, on cherche à travailler l'immobilier sous toutes ses formes, de la manière la plus diversifiée possible. C'est l'esprit de la SCPI, bien évidemment, la notion de mutualisation. Mais chez Sofidy, on l'a toujours entendu à outrance. Et derrière ces 7 milliards, c'est plus de 4500 actifs qui sont gérés. Donc voilà, ça illustre parfaitement ce souhait d'être ultra mutualisé à l'intérieur de nos véhicules. Donc ça, c'est ce qui fait l'ADN parfait de Sofidy. Sofidy qui fait maintenant partie depuis quelques années du groupe Tikeo. C'est une aventure finalement familiale. Sofidy ayant été créé par Christian Flammarion, et on a été repris par le groupe créé par le fils de Christian Flammarion, Antoine Flammarion. Donc ça nous permet de continuer à exprimer des expertises, et notamment à une échelle beaucoup plus européenne. Voilà, et ça, c'est un élément important à la fois en termes de diversification, mais aussi pour proposer des stratégies nouvelles à nos partenaires, et on se rend compte que ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, merci Nicolas. Philippe, Primonial, grand groupe aujourd'hui sur le marché, on entend beaucoup parler de vous. Oui, bah, écoute, merci, c'est gentil. Primonial RM, c'est, vous le savez, en fait, une holding de détention qui abrite en réalité 4 sociétés de gestion, en Allemagne, en Italie, en Luxembourg, et puis bien sûr en France avec Primonial RM France. L'ensemble pèse à peu près 33 milliards d'euros sous gestion, qui sont répartis pour ce qui concerne la France à peu près sur 60 fonds, des fonds en fait grand public et des fonds institutionnels. Il y a à peu près 18 milliards d'euros qui sont positionnés sur la partie des fonds grand public structurés sous format de SCPI, ça représente à peu près 10 milliards d'euros de capitalisation, sous format d'unités de compte de type SCI, qui sont au nombre de 2 aujourd'hui, je reviendrai tout à l'heure, et puis bien sûr des OPCI grand public pour venir compléter le couple rendement-risque qu'on peut offrir aux épargnants. On travaille bien évidemment sur l'ensemble des segments sous-jacents de l'immobilier d'entreprise, qu'il s'agisse de bureaux, de santé, de résidentiel, de commerce. On investit en fait plutôt avec une approche thématique pure par fonds, mais également avec certaines SCI sous un format multistratégie en France et en Europe. C'est à peu près 220 collaborateurs uniquement sur la partie française qui interviennent sur bien sûr toutes les spécificités des métiers de l'immobilier, de l'investissement, du fund management, du développement commercial, bien évidemment, ça va de soi pour assurer la distribution de nos fonds. Que vous dire de plus? Eh bien, que c'est aussi une bonne société en matière de collecte. On est à peu près à 1,3 milliard d'euros depuis le début de l'année en matière de collecte sur l'ensemble de nos fonds. On investit dans plus de 10 pays aujourd'hui en Europe sur des actifs que nous détenons directement et indirectement, bien sûr, avec ou sans institutionnel au travers en fait des participations que nous détenons. Voilà. Donc c'est plutôt une société qui se veut agile. Aujourd'hui, on va revenir bien évidemment sur les stratégies que nous développons dans le contexte de l'année 2022. Ok. Alors, 1,3 milliard de collègues, je crois que ça donnera envie à certains auditeurs de sociétés de gestion qui aimeraient pouvoir collecter ces montants-là. Merci, messieurs. Alors,
On voulait parler de l'inflation dans un premier point. Sur le premier webinaire qu'on a fait, on était plutôt sur le traitement du Covid. Aujourd'hui, le sujet majeur de tout le monde, vous vous connectez sur le journal de TF1. Alors, il n'y a plus Jean-Pierre Pernaut malheureusement, mais première chose dont on parle, c'est l'augmentation des prix, c'est faire un bouclier anti-tarifaire pour que les gens puissent continuer à vivre à peu près normalement. Ça devient un sujet récurrent. On voit qu'à chaque fois qu'ils annoncent des nouveaux chiffres de l'inflation, c'est toujours plus haut. Donc, cette inflation galopante aujourd'hui, et je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est une opportunité d'investissement? J'avais une discussion avec un gérant de SCPI l'autre jour qui me disait pour moi, c'est une opportunité parce que du coup, le crédit, on en parlera aussi tout à l'heure de l'effet de levier, mais le crédit, c'est restreint. Et donc, tous les gens qui venaient me concurrencer pour acheter des biens à crédit, moi qui arrive avec du cash, finalement, j'ai moins de concurrence et du coup, peut-être que je vais pouvoir faire baisser un petit peu les prix et acheter à meilleur prix. Donc, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une contrainte? Voilà, l'inflation, comment on gère ça et comment est-ce que, alors on en parlait en préambule, est-ce que les produits sont protégés contre l'inflation? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou est-ce que c'est mécanique? Voilà, donc si vous pouvez nous faire découvrir un petit peu toute cette problématique et comment c'est géré dans vos sociétés à travers vos produits. Nicolas, on va commencer par toi. Et puis surtout, n'hésitez pas à rebondir si vous avez des choses pour aller dans le sens de l'un ou de l'autre. Ouais, alors effectivement, je pense que généralement on a plutôt tendance à présenter les SCPI, l'immobilier en général, comme un rempart contre l'inflation. Pourquoi? Parce qu'on travaille, on gère des actifs dont les baux sont indexés sur des indices qui reflètent peu ou prou l'indexation, en tout cas qui intègrent une bonne partie de cette logique de hausse. Donc en théorie, dans un contexte inflationniste, on est plutôt assez serein avec une logique théorique qui consiste à dire qu'on va être en capacité d'augmenter les loyers. Bien sûr, tout cela, c'est de la théorie. Pourquoi? Parce qu'il faut que les locataires soient en capacité d'absorber cette augmentation de loyer. Voilà, et ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, et encore plus au sortir de problématiques qu'on a pu connaître sur fond de crise sanitaire du Covid. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Bien évidemment, on a la chance de jouer avec un peu une dimension statistique, hein, cette notion de mutualisation qu'on trouve dans les SCPI. On va avoir certains locataires sur lesquels on va pouvoir appliquer des effets d'indexation, d'autres sur lesquels on va être peut-être un peu plus dans une stratégie de retenue. Et c'est important aussi de préciser que ces mécanismes d'indexation qu'on trouve en France, on va trouver des mécanismes à peu près similaires dans les pays dans lesquels on va pouvoir investir, hein. Je pense notamment à des pays assez satellites de la France, peut-être des dispositifs avec quelques particularités, mais globalement, des choses qui permettent là aussi de retranscrire au travers des mécanismes d'indexation des logiques d'inflation. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Sur le deuxième, qui consiste effectivement à se poser la question de quelle est la capacité des locataires à absorber cela, si on a fait un travail assez discipliné en termes de stratégie d'investissement et faire attention au niveau de loyer qu'on embarque, logiquement, on a réussi à s'assurer qu'il y avait plutôt des loyers qui étaient inférieurs à des valeurs locatives de marché, donc une capacité dans les périodes inflationnistes à venir appliquer des logiques d'inflation, et ce d'autant plus si on a, en tout cas c'est une conviction forte qu'on a nous en matière de stratégie d'investissement chez Sofidis, c'est celle de l'emplacement. Si on a bien choisi son emplacement, logiquement on va être en capacité de l'appliquer un petit peu plus. Donc plutôt une logique à se dire que c'est une barrière dans un premier temps. En tout cas, ce mécanisme d'indexation nous permet d'absorber et de se positionner comme dans une logique un peu plus protectrice que d'autres classes d'actifs qui sont exposées beaucoup plus frontalement à ces problématiques d'inflation. Et si je reprends un peu ce que vous avez dit, ce que tu as dit, pardon, Nicolas, tout à l'heure, c'est de se dire, effectivement, il n'y aura pas une logique systématique d'indexation parce que si j'ai un locataire qui est en difficulté, j'ai peut-être plus intérêt à ne pas lui augmenter son loyer, mais à le conserver et éviter une vacance dans le bien et de devoir mettre en place des systèmes d'accompagnement pour relouer et donc préférer garder un loyer tel qu'il est aujourd'hui, mais garder le locataire. Exactement. Ça, en fait, c'est purement et simplement se poser la question, se donner un horizon de long terme qui est très naturel lorsqu'on se parle d'immobilier.
mais effectivement, pas se dire one shot, est-ce que je vais appliquer de manière bête et méchante cette inflation, cette indexation, et puis demain, mon locataire ne va plus payer. Alors après, on peut rentrer dans le détail, on peut en fonction des grandes classes d'actifs, des grandes typologies d'actifs, les choses sont un peu différentes. Voilà, un locataire, un commerçant qui tient énormément à son emplacement, lui aura plutôt tendance à accepter plus facilement des hausses de loyer qu'un locataire de bureau. Voilà, ça fait partie des particularités de chaque typologie, de chaque classe d'actifs, mais globalement, une dimension assez protectrice. Ok, merci Nicolas. Philippe, de votre côté, chez Primonial, comment vous voyez cette problématique de l'inflation, si problématique il y a, hein. Les points qu'a évoqué Nicolas étaient fort judicieux, en fait, et on les partage en fait en tout. Il y a, je te dirais, en fait, une bonne et une mauvaise inflation. Il y a l'inflation en fait qui va être combinée à une hausse des taux et qui va bien évidemment elle avoir un effet négatif parce qu'elle va retirer du pouvoir d'achat, notamment aux ménages, parce qu'on parle effectivement de vos clients investisseurs et également aux investisseurs instituts. En revanche, c'est vrai que on a aussi, et ça c'est le deuxième côté un peu négatif, l'inflation par les coûts une hausse des matières premières qui doit trouver une répercussion en fait dans les coûts de construction, et ça bien évidemment ça se répercute naturellement sur les investisseurs et les rendements futurs. Donc ça c'est deux points un peu négatifs. Toutefois il faut quand même bien effectivement dire que l'inflation c'est un peu comme une ETI, c'est en fait le seul en tout cas l'immobilier est un rempart en ce sens qu'il permet effectivement cette indexation que citait Nicolas avec différents indices, l'ILAT notamment pour le bureau, l'indice des loyers commerciaux pour le commerce. On a également en fait l'IRL pour le résidentiel qui s'applique de façon assez systématique, même si bien évidemment on a certaines latitudes vis-à-vis de nos locataires. L'inflation, en revanche, ça peut aussi avoir des côtés assez bénéfiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on a parfois un peu de mal à comprendre parce qu'effectivement, à partir du moment où ça peut stimuler, en gros, la demande, et quand ça stimule la demande et donc les prix, ça peut notamment, dans le cadre d'un accompagnement de cette inflation par une hausse des salaires et des revenus, avoir cet impact plutôt positif. Et dans le cas où on se situerait dans une période inflationniste et où effectivement on serait sur une hausse des taux contenus, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que hausse des taux violente et pas de croissance, c'est un risque de stagflation et que personne n'a véritablement en fait envie de voir ce scénario se produire aujourd'hui en France et a fortiori en Europe. On pourrait même aboutir en fait à une situation dans laquelle on serait plutôt dans une inflation vertueuse avec cette hausse des taux contenus qui pourrait aboutir à une hausse potentielle du pouvoir d'achat et le recours encore possible au levier notamment de la part des institutionnels. Plus d'inflation, c'est globalement, on va dire, un potentiel de rendement positif et qui va en fait globalement aussi, grâce à l'indexation, permettre de soutenir effectivement l'immobilier. En revanche, c'est vrai que dans le cadre d'une crise économique qui affecterait vraiment à la fois le PIB et le revenu des ménages, ce serait une situation plus défavorable. Allez, on estime, parce que vous êtes tous friands de chiffres, qu'une baisse en fait de 1% à peu près du revenu nominal des ménages, ça entraîne à peu près 0,4% de baisse des prix immobiliers. Mais tout ça, bien évidemment, c'est à manier avec beaucoup de pincettes et bien sûr, ce ne sont que des statistiques. Mais globalement, voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'inflation peut avoir un caractère intéressant pour l'immobilier, et en fait, c'est aujourd'hui la seule classe d'actifs en fait qui permettent véritablement, en tout cas facialement, de pouvoir se prémunir contre ce risque. Merci Philippe pour ces éclairages. Grégory, vous chez Keys, quelle est votre analyse? Alors, c'est un petit peu flou, Grégory, je ne sais pas si tu as bougé quelque chose. On ne te voit plus. Je n'ai pas bougé, je suis toujours installé. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend. Bon, écoute, je vais parler, et puis j'espère que la caméra va me déflouter. Voilà. Non, moi, je suis absolument pas éloigné de l'analyse de Nicolas et Philippe sur la manière dont l'inflation peut soutenir ou ralentir, je dirais, la bonne tenue soit des produits, des actifs ou de la collecte que l'on connaît depuis un certain temps. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il y a de toute façon, et c'est ça qui est intéressant, un marché à l'investissement et à l'arbitrage qui est très dynamique.
ça veut dire que ça crée aussi des opportunités de régénérer des portefeuilles et de reconstruire des stratégies adaptées en termes de prix et de contrats à l'intérieur de ces actifs. Je pense qu'il y a aussi un phénomène que l'on a tous décidé de mettre en œuvre depuis plusieurs années, c'est la diversification et diversifier l'origine des flux, de ne pas concentrer toute l'activité de l'épargne immobilière sur la thématique bureau ou uniquement sur des actifs de flux. Donc, ça veut dire essayer de créer de la valeur autrement, d'aller chercher des projets avec une ambition d'être restructurés, de faire évoluer leurs usages, d'acheter des projets de manière plus globale, donc pas forcément un actif, mais un actif avec plusieurs usages à l'intérieur. Nous, on croit beaucoup dans la mixité des usages et des revenus pour ne pas dépendre que d'un type de contrat ou même, je dirais, d'une classe d'actifs. Donc, je pense qu'on est tous habités par la diversification. Et puis ensuite, pour l'instant, on n'a rien qui nous dit que les contrats que l'on a signés avec nos utilisateurs, dont les clauses de réindexation sont bien écrites et font partie du jeu, ne vont pas être appliquées. Même si on entend des fois le gouvernement ou l'opposition véhiculer des idées, elles ne seront pas forcément reprises par l'économie pour la bonne et simple raison, c'est que les entreprises fonctionnent bien. Quand on voit le résultat de toutes les entreprises cotées ou non cotées, on voit qu'il y a quand même en France une dynamique économique. Alors oui, peut-être que le pouvoir d'achat, malheureusement, va être et commence à être sanctionné sur des produits de première nécessité de grande consommation, mais on a vécu des crises par le passé, on en a vécu encore une récemment sur la pandémie, où je pense que la nature aussi peut faire son œuvre. Il faut peut-être laisser aussi à l'économie de ne pas être trop interventionniste et de laisser peut-être aussi un peu les choses se faire. On est tous facilitateurs quand on gère des fonds. On a accompagné nos locataires dans des périodes très difficiles pendant la pandémie. On a été très souple et très bienveillant vis-à-vis d'eux, mais on doit aussi protéger les investisseurs. Donc, je pense qu'en cette période d'inflation, on sait que l'immobilier est un produit qui va de toute façon être appelé. On voit déjà les premières conséquences sur la collecte, sur l'arrivée des capitaux, des demandes de plus en plus importantes sur des nouveaux produits, des nouvelles générations de produits, des nouveaux moyens ou dispositifs pour créer de la valeur. Donc, cette créativité, c'est ni plus ni moins la conséquence d'un appel auquel on répond, je crois tous, assez bien dans notre marché domestique. Après, oui, on en parlait en introduction, Benjamin, cette inflation va aussi peut-être obliger certains actifs à revenir à un prix de marché pour resituer peut-être le bon rendement d'un actif. Et je crois qu'on l'acceptera volontiers si, et ça c'est peut-être un autre thème que tu voudras évoquer, ces actifs sont vertueux aussi, répondent à des exigences environnementales et sociétales. Et peut-être que dans cette période d'inflation, on va peut-être enfin avoir le retour sur investissement de certains, on va dire, choix ou convictions que l'on a depuis plusieurs années sur la qualité des immeubles, sur l'importance d'avoir des actifs vertueux, de peut-être avoir des primes, je dirais, sur ces actifs-là, au profit d'autres investissements qui sont peut-être moins vertueux pour l'environnement économique et local. Merci beaucoup. Effectivement, on change totalement de paradigme avec ce retour de l'inflation. Ça faisait très, très, très longtemps, effectivement, qu'il n'y avait pas eu des taux d'inflation pareils. Et ce n'est pas effectivement idiot de dire qu'à un moment donné, il faut peut-être laisser faire l'économie, même si on doit protéger les épargnants. Tu as fait deux belles transitions qui vont en venir sur le point 2 et le point 3, qu'on va essayer de traiter peut-être un peu plus rapidement, parce que pour moi, le point essentiel était sur l'inflation, qui est le sujet majeur, comme je le disais. On regarde le journal de TF1 et la première chose qu'on voit, c'est la hausse des prix. Il y a un deuxième sujet qui revient quand même un petit peu, et tu as fait justement, c'était la bonne transition. C'est le retour du Covid. On revient à des 150 000 cas par jour, ce qui est absolument colossal, avec des nouveaux variants. Donc on voit que les pouvoirs publics pour l'instant ne veulent pas prendre de décision parce que c'est une telle poudrière que ça risquerait d'avoir un impact social qui serait beaucoup trop important aujourd'hui. Pour autant, est-ce que ce retour massif ne va pas avoir des conséquences sur retour
plus important du télétravail, même si on voit que maintenant ça a été implémenté quand même dans pas mal d'entreprises, et que ça risque d'avoir des vacances de certains locaux, bien évidemment, et un risque de faillite de certaines entreprises qui reprendraient coup sur coup un deuxième Covid. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que c'est un risque aujourd'hui qui est pris en compte ou qui n'en est pas un? Quelle est votre position là-dessus chez Primonial, par exemple, Philippe? Ouais, écoute, déjà, de la même manière, il n'y a pas un marché, tu le sais comme moi, en fait, de l'immobilier, il y a des marchés, et donc, bien évidemment, les sous-jacents vont réagir de manière très différente. Alors déjà, à l'heure à laquelle on se parle, il est un peu tôt pour savoir, en fait, quelle sera l'évolution, effectivement, de la pandémie, et savoir si oui ou non, il faudra revenir, ne serait-ce que de façon partielle ou totale, à ce qu'on a connu tout au long de l'année 2020. Une chose est certaine, c'est que rapporté aux sous-jacents sur lesquels on travaille, bien évidemment, tous n'auront pas potentiellement, en termes de vacances, une réaction similaire. Le bureau, j'ai envie de te dire, avec ce qui s'est passé en 2020, c'était déjà en fait le stress test grandeur nature. Aujourd'hui, les choses sont actées notamment sur la flexibilité et sur le télétravail. Vous savez, la majorité en fait des entreprises sont passées à 2 jours de télétravail globalement. Les entreprises ont adapté bien évidemment leurs besoins à cette réalité, et par conséquent, j'ai envie de te dire que la vacance aujourd'hui, elle est en train de se résorber, et on ne pense pas en fait que ça viendra l'augmenter particulièrement. Bien évidemment, on se replacera à un moment ou à un autre effectivement sur la qualité des actifs eux-mêmes et leur flexibilité intrinsèque. Ça, c'est un autre sujet. Sur la santé, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas non plus vraiment beaucoup de sujets en fait en termes de vacances. Je suis avec des exploitants qui aujourd'hui ont un taux d'effort qui est en parfaite ligne avec ce qu'ils ont l'habitude de pratiquer. Donc en ce qui nous concerne, et notamment sur la santé, tu sais, on a un gros fonds qui s'appelle Primovi, qui est une SCPI bien adossée à cette thématique. On est sur des taux d'effort moyens de l'ordre de 13% pour l'ensemble du portefeuille. Donc on a un peu de marge et on peut effectivement aussi répercuter, mais en tout état de cause, on est sur un... Qu'est-ce que tu entends par taux d'effort, pardon, Philippe? C'est le rapport effectivement entre le loyer payé et le chiffre d'affaires. Voilà. D'accord. Et par conséquent, donc, on n'a pas vraiment en fait d'inquiétude sur la santé. Sur le résidentiel, j'ai envie de te dire, on est sur un segment où il y a un déficit chronique en matière d'offres, et une demande qui est toujours extrêmement soutenue. Et puis le résidentiel, je vous le rappelle, a quand même bien montré toute la résilience qu'il pouvait délivrer pendant la pandémie de 2020 et ses conséquences, 2021. Donc, j'ai envie de te dire que on n'a pas vraiment d'inquiétude non plus par rapport à une augmentation du taux de vacances sur les différents fonds résidentiels que nous gérons, d'autant qu'il y en a un qui est un fonds en fait qui capitalise et qui investit en propriété. Donc la question en fait ne se pose pas dans ce sens. Pour le commerce, j'ai envie de te dire un peu bis repetita. On aurait d'une part effectivement le commerce essentiel et le commerce non essentiel. Donc bien sûr pour le premier, la question se pose un peu moins. Pour le second, elle se pose peut-être un peu plus. Il y a eu des ajustements en fait qui ont été opérés post-Covid. Le commerce aujourd'hui revient tout de même un peu en force parce qu'effectivement beaucoup y voient des opportunités. Alors bien sûr, il y a un risque pour ces commerçants de vacances complémentaires. Après, pour la gestion de nos fonds SCPI, on est tout de même protégé parce que je vous rappelle que la Cour de cassation, en fait, au travers d'un arrêt qu'elle vient de rendre le 22 juin 2022, vient juste de rappeler que les loyers étaient dus par les locataires, même pendant la crise du Covid-19. Ils ne sont pas du tout exonérés, en réalité, de leurs obligations. Donc, on a, comme Sophie dit, accompagné, en fait, ces derniers pendant toute la période de pandémie par des mesures, en fait, d'accompagnement assez importantes et des renégociations, bien évidemment. Donc là, on verra ce qui peut se passer, mais encore une fois, c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Donc voilà, j'ai envie de te dire qu'à l'échelle de nos fonds et des sous-jacents, c'est un risque, mais que ce risque, en fait, il est relativement contrôlé et maîtrisé. Merci. Alors, ça fait la bonne transition sur le commerce, puisque Sophie dit, votre flagship, tu le disais, Nicolas, en introduction, c'est Immorente, qui est the SCPI commerce sur le marché. Du coup, vous, par rapport à ça, est-ce que vous y voyez des difficultés à venir? Alors, j'apporte une nuance. Immorente était une On est là pour SCPI ça, commerce. Nicolas. On est là pour apporter des. Exactement. Alors, On ma va première venir dans le nuance, c'est sens sur. où peut potentiellement apporter une nuance à ce qui vient d'être dit. Donc, je vais apporter une première nuance sur ce que tu viens de dire. Immorente n'est plus une SCPI commerce, c'est une SCPI diversifiée. À l'origine, c'était une SCPI commerce, mais aujourd'hui, vous allez trouver un peu
tout l'immobilier, toutes les formes d'immobilier dans Immorente. Et c'est un peu la SCPI diversifiée par excellence qui permet d'accéder à tous les immobiliers. Non, moi, je pense de manière assez simple. On a quand même connu deux grands épisodes. Le premier, celui où on a été confiné et où tous les acteurs de l'immobilier ont fait la démonstration d'une capacité à agir intelligemment et le tout dans l'intérêt des porteurs de parts, intelligemment avec les locataires. On affiche tous des taux de recouvrement assez exceptionnels. Nous, sur l'année 2020, on est à 99% de taux de recouvrement aujourd'hui. Donc voilà, on s'inscrit vraiment dans du long terme. Donc ça, c'est un premier élément qui permet d'être assez rassuré. Et le deuxième élément, c'est que tous les autres épisodes de Covid qu'on a traversés, on a quelque part été beaucoup moins touchés puisqu'il n'y avait plus toute cette logique de mesure, de fermeture. On a la démonstration qu'on est capable et il va falloir s'habituer à vivre avec le Covid. Donc aujourd'hui, il ne faut pas avoir le Covid. Alors ouais, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu emmerdant. Mais on arrive quand même à faire notre travail et à gérer l'immobilier comme on sait le faire. Et puis, quelque part, à un moment donné, depuis 35 ans qu'on gère l'immobilier chez Sofidy, depuis 35 ans, on fait face à des vents contraires. Bon, le Covid est un vent qui a soufflé assez fort en 2020, qui a soufflé un petit peu en 2021. Il va continuer de souffler un peu en 2022, mais il faut vraiment, faut peut-être sortir de cette dimension trop alarmiste où, parce qu'il n'y a plus Jean-Pierre Pernaut, on cherche toujours à trouver des sujets qui font quand même un peu, qui essaient d'exciter un petit peu Madame Michu. Donc bref, tout ça pour dire qu'il ne faut pas négliger cet effet Covid, mais aujourd'hui, on a quand même fait la démonstration qu'on était capable de le gérer parfaitement, d'y faire face sur des sujets de commerce, entre commerce essentiel, non essentiel. Alors ouais, on peut faire beaucoup, on peut dire beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, les commerces qui n'étaient pas essentiels ont quand même fait une démonstration d'une capacité à vivre, à survivre, à inventer des nouveaux modes de distribution pour résister à tout ça. Alors, je suis pas en train de vous dire que s'ils vivent comme ça pendant 10 ans, ça va continuer de marcher, mais faire face à quelques sursauts d'épisodes du Covid, aujourd'hui, si on est toujours dans une logique intelligente d'accompagnement avec des locataires, avec une vision long terme, tout cela se fera intelligemment et surtout dans l'intérêt des porteurs de parts. Merci. Alors, il n'y a plus besoin d'avoir feu Jean-Pierre Pernaut parce qu'il y a une chaîne d'infos en continu qui s'occupe d'exciter Madame Michu, comme tu le disais. Donc, on a la relève sur ce plan-là et je ne cite pas de nom. Grégory, alors attention, porte ouverte. Je sais que vous, chez Keys, par exemple, vous avez un peu investi dans l'hôtellerie, si je ne dis pas de bêtises, via notamment les Mama Shelter. Le Covid, si retour il y a, on a vu que le commerce essentiel, que le bureau n'arrive à s'adapter, mais si on refait un peu lockdown et que le tourisme s'arrête, tourisme d'affaires, etc., c'est quoi le risque pour vous chez Keys par rapport à ça? Alors, d'abord, on a fait du tourisme, on a fait de l'hôtellerie avant le Covid et donc on l'a eu pendant le Covid et in fine, on n'a pas eu de redonne particulier, on va dire, en termes de performance parce que les accords et les contrats qu'on avait passés, puisqu'on est sur des murs et fonds, fonctionnent ensemble et on regarde toujours la valeur. Donc, on va dire qu'il faut regarder l'investissement sur une certaine durée. Après, ce qu'on a vécu pendant quelques mois, je crois qu'on est tous d'avis aujourd'hui pour dire qu'on ne le revivra pas parce qu'on voit bien les conséquences de cet arrêt net, mais un arrêt total de toute la planète. Et on voit bien qu'il faut 2 ans pour remettre en route et que la remise en route, elle a cassé quelques pièces essentielles. Et je pense que personne n'a envie de revivre ça. Donc, la remontée, pour répondre à la question que tu posais, la remontée des cas, je crois qu'on est en train de découvrir, et je pense que dans les bureaux, on le voit bien, tout le monde s'est adapté. On s'adapte avec des masques, on s'adapte avec la vaccination, on s'adapte avec les gestes barrières, on s'adapte avec le télétravail. Je pense que toutes les entreprises ont mis en place des systèmes qui permettent aux collaborateurs de bien travailler chez eux ou au bureau selon ce qu'ils font et quand ils veulent le faire. Je crois que la productivité, elle est nécessaire dans cette période d'inflation et on va dire où les nuages se noircissent un peu. Je crois que tout le monde, en fait, a bien envie de garder son travail et donc je pense que tout le monde travaille. Et je crois que le Covid, moi, je crois qu'on est tous un peu confrontés à des situations peut-être familiales où on voit les cas à l'école, etc. Tout le monde passe un peu comme il peut au-dessus de tout ça parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Je dis, on est obligé de travailler aussi, hein, il faut se le dire. Donc, pour être très concret, je dirais que très vite, l'industrie
de manière générale, s'est adapté. Les entreprises se sont adaptées, les occupants, les locataires, tous ceux qui payent des loyers se sont adaptés à ça. Dans l'hôtellerie aujourd'hui, pour information, puisque tu me tendais la perche, c'est une hôtellerie qui ne dépend pas que des nuitées. Aujourd'hui, cette hôtellerie dite lifestyle dépend d'activités autres que les nuits et les chambres d'hôtel. Donc, le chiffre d'affaires est à 50-60% en provenance d'autres choses. Donc, justement, il fait une partie de son chiffre grâce à des entreprises, à de l'événementiel, à de la restauration, à du F&B, comme pour le commerce. Hein. Je veux dire, le commerce change, s'adapte, le click and collect, le circuit court, le dernier kilomètre, la messagerie. Tout ce qui peut régénérer, en fait. Je pense qu'on vit une période d'intelligence collective où on cherche finalement à ne pas reproduire des erreurs du passé et à créer des remparts justement pour ne pas revivre ce qu'on a pu vivre pendant quelques mois pendant ce lockdown. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça c'est important, c'est que la situation sanitaire oblige aussi à changer un certain nombre de choses dans la ville. On crée de la proximité, on achète des projets immobiliers, nous par exemple qui faisons, comme je disais tout à l'heure, de la création de valeur, des projets entiers où on essaye de reconfigurer les choses pour que les gens aient peut-être moins à se déplacer et donc être moins confrontés à des difficultés de temps de transport ou d'exposition à des virus ou des microbes. Je pense que tous autour de la table participons de près ou de loin au projet du Grand Paris, qui est un projet titanesque, qui on finance et on achète des actifs autour d'agglomérations, de nouvelles gares, et on voit bien que les agglomérations changent. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le temps s'est accéléré pour tout le monde. Je dirais que le Covid, en fait, on l'a mis à l'intérieur maintenant de notre façon de vivre et d'investir. Je crois que c'est plus un sujet. On parlait de l'inflation. On est aussi en train de créer des produits où on crée des nouveaux process d'investissement pour s'exposer à l'immobilier en tenant compte de la hausse. On parlait de l'évolution du prix des matières premières. C'est un sujet, donc il faut le contrôler. Donc aujourd'hui, on ne signe plus une VFA si on n'a pas verrouillé le prix du marché de travaux avec des garanties qui nous protègent. Quand on s'expose à du commerce, j'imagine, on le fait aussi, mais peut-être un peu moins que Sophie dit, mais on le fait quand même. On prend des garanties où on diversifie son risque comme on le faisait peut-être pas auparavant, où on met en place des systèmes qui permettent de jouer de la réversibilité et de ne pas se retrouver avec des trous dans nos fonds. Donc concrètement, je pense que le message qu'il faut faire passer aux investisseurs et aux partenaires, c'est que l'industrie est organisée pour pouvoir traiter différemment la gestion du risque, créer des solutions complémentaires. Il n'y a pas une bonne solution, il n'y a pas un bon produit qui fait tout. C'est des briques, des allocations d'actifs, diversifier ses fournisseurs, s'assurer qu'on n'a pas 3 fois le même produit d'une certaine manière. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Et on voit bien aujourd'hui que la collecte ne nous fait pas mentir. On voit bien que les épargnants ont trouvé aussi un peu tout seuls le refuge dans lequel ils se sentent à l'abri. Et je dirais qu'on est là aujourd'hui pour les accueillir avec plus de solutions encore pour couvrir un maximum, je dirais, d'opportunités de marché et pas se retrouver confronté qu'à un risque bureau, comme ça a été le cas il y a 3-4 ans, où on a l'impression que le monde allait s'effondrer parce que tout était bureau. Et finalement, ce n'est pas vrai. La diversification est dans tous les portefeuilles. Merci Grégory. Alors, on a déjà atteint le temps maximum, mais c'est pas grave, comme c'est intéressant, on va prolonger un tout petit peu, mais je vais vous demander un exercice qui n'est pas toujours évident, d'essayer d'aller on voulait parler éventuellement d'épargne ISR, il y a plein de choses aujourd'hui. On entend parler de vision, de stratégie immobilière. Je crois qu'il y a des nouvelles réglementations qui arrivent. Est-ce que, et j'insiste vraiment qu'on essaie de le faire rapidement, parce qu'après, je voudrais que vous puissiez faire une conclusion pour mettre en avant un point si vous souhaitez le faire. Est-ce que vous auriez un mot à me dire rapidement chacun, on commencera par toi Grégory, sur cette épargne ISR? Et vraiment, essayez de le faire, je n'hésiterai pas à te couper la parole. Donc, vas-y. Okay. Alors, je me donne un budget très court. 2 choses. Je dirais qu'il y a l'ISR pour l'investisseur et l'ISR à l'investissement. À l'investissement, aujourd'hui, je crois que ça devient un sujet qui n'est plus un avantage. C'est-à-dire que c'est normal aujourd'hui de faire de l'ISR et on se doit de faire de l'ISR. Et dans l'ISR, il y a l'enjeu climat, il y a l'enjeu climatologique, l'enjeu environnemental, mais aussi l'enjeu sociologique. Donc, aujourd'hui, nous, par exemple, nous n'avons pas de nouveaux fonds qui ne soient pas ISR. Ils le sont forcément. C'est un choix. Et on considère aussi que c'est un choix parce que le marché va nous contraindre à le faire. On pense que les actifs à l'investissement qui auront ces labels, ces agréments, qui donnent à ces actifs une vertu environnementale ou sociétale, seront récompensés sur la valorisation de l'actif
ou seront même discriminés par les utilisateurs qui, pour certains, déjà, on le voit, des locataires ou utilisateurs ne choisissent des actifs que s'ils ont un certain nombre de critères aux qualités environnementales parce qu'ils sont soucieux de savoir dans quel environnement de travail ils se situent. Et ensuite, au niveau de l'investisseur, ça a été un chemin de croix, on peut dire, pendant 15 ans pour les pionniers qui ont commencé à travailler là-dessus. En 2022, on a tous conscience qu'il est fondamental d'offrir des solutions à nos partenaires qui traitent de ces sujets-là. Ils nous le demandent. Ils ont anticipé la réglementation qui va les obliger à questionner leurs clients sur ce sujet-là. Et on l'a vu chez les institutionnels. Aujourd'hui, c'est une contrainte. Ils doivent avoir des investissements ISR. Je ne pense pas que le monde de l'épargne des particuliers échappe à ça. Et je dirais pas malheureusement, parce que je crois qu'on est tous conscients que c'est un enjeu pour nos enfants, pour nos familles et pour la planète d'avoir une action de l'épargne qui soit vertueuse. Donc aujourd'hui, je crois qu'on y travaille tous, chacun à sa manière, et Keys est particulièrement investi sur ce sujet-là. Merci Philippe. On va essayer de faire pareil. Et puis on enchaînera sur les conclusions rapides. Donc, Bien sûr, non, mais je veux dire, ce que disait Gori était tout à fait juste. En fait, c'est plus aujourd'hui une option, c'est une réalité, c'est quelque chose en fait qui est bien évidemment présent à la fois dans les process d'investissement et un peu au-dessus, même au niveau corporate. Vous savez, l'immobilier, c'est un très très gros émetteur de gaz à effet de serre. L'immobilier, le zéro carbone en immobilier, ça n'existe pas par ailleurs. Donc, on est tous sur une trajectoire vertueuse qui a pour objectif de réduire nos consommations énergétiques et réduire bien évidemment les gaz à effet de serre dans le cadre en fait des accords de Paris. Donc on est vraiment sur une trajectoire vertueuse. C'est plus une option comme je le disais et j'insiste sur le sujet. Bien sûr, entre deux actifs, celui qui demain ne présentera pas les meilleurs critères sera un actif qui sera dévalorisé, dont la valeur vénale potentielle résiduelle sera quasi nulle. Donc ça, c'est quelque chose que, bien évidemment, nous intégrons aujourd'hui dans nos process d'investissement et je pense que ni Nicolas ni Grégory ne me démentiront sur le sujet. On gère à peu près, nous, aujourd'hui, pour un peu plus de 10 milliards d'euros déjà de fonds labellisés stricto sensu. Et puis, je parlerai en fait d'un autre petit sujet qui me tient à cœur, qui est le fonds Impact Patrimoine Croissance, peut-être si tu me laisses une minute à la fin. Voilà. C'est ça, ce sera la conclusion. Nicolas, sur cette partie-là, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, apporter une nuance? Alors non, je vais éviter de tomber dans la redite, mais ce dont je pense, on est tous certains, c'est qu'il ne peut y avoir de performance financière durable sans performance extra-financière. C'est effectivement, les choses sont indissociables. Il y a un enjeu qui est quand même assez colossal, outre le fait que l'immobilier soit l'un des gros émetteurs de CO2, c'est qu'aujourd'hui, le temps nous est compté. Si on veut réussir à financer toutes ces logiques de transition énergétique, de transition écologique, on intervient dans un domaine qui est celui de l'asset management, de la finance, qui est un des domaines stratégiques dans lequel, avec une logique de réorientation des encours, on pourrait réussir à apporter des réponses. Donc, c'est un enjeu qui est colossal, c'est un enjeu dont on doit tous se saisir et c'est un enjeu dans lequel, en tant qu'acteur dans l'immobilier, on ne peut absolument pas faire l'impasse. Donc, on est bien évidemment tous, et je ne pense trahir personne en disant qu'on est très investi sur le sujet, outre effectivement des problématiques commerciales qui sont celles de la réglementation qui va s'imposer à nos partenaires. Mais voilà, l'esprit n'est pas celui-là. L'esprit est bien évidemment d'être parfaitement droit dans nos bottes par rapport à… On intervient dans l'immobilier, des horizons long terme. À un moment donné, ça serait dommage que cet horizon long terme, il soit pas très joli, quoi. Merci, merci à vous. Alors, exercice encore plus difficile et vraiment une petite conclusion, parce que je crois qu'on a brossé un peu les sujets qu'on voulait évoquer ensemble aujourd'hui et qui, j'espère, intéresseront les gens qui regarderont ce webinaire immobilier de Patrimoine 24. Une petite conclusion, ça peut être une information que vous voulez mettre en avant, un produit particulier que vous lancez, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous souhaiteriez communiquer aux gens qui regarderont. Je vais commencer par Nicolas. 1 minute, top chrono. Qu'est-ce que tu souhaites nous dire? Alors, 1 minute pour vous parler de ma conviction du moment et du produit du moment, ça s'appelle Immorand 2. Là, on est sur une SCPI pure commerce. Pure commerce de centre-ville, c'est vraiment une SCPI qu'on vient de réouvrir parce qu'elle était jusqu'à présent en capital fixe. Donc, depuis le 1er juin, elle est en capital variable. On peut la souscrire. Et elle va travailler à l'immobilier de commerce de centre-ville dans les meilleures artères commerçantes en achetant avec une stratégie assez particulière qui est très vertueuse, je trouve, dans un contexte d'inflation.
en achetant à des niveaux de loyer très largement inférieurs aux valeurs locatives de marché, ce qui fait qu'on n'a pas un rendement facial très élevé, mais par contre, quand on s'inscrit sur le long terme, une capacité à aller créer de la valeur très très forte, et ça va s'exprimer par des logiques de revalorisation régulière du prix de la part. Donc ça, c'est mon coup de cœur du moment. Ok, et je crois, sans dévoiler de secret, qu'elle est déjà digitalisée sur la plateforme Wanimo. Donc, je vous invite à… Enlever les mots de la bouche, je ne savais pas si je pouvais le dire, mais écoute, puisque tu le soulignes, je te le Tu as tout à confirme. fait le droit de le dire. Voilà, nos équipes informatiques chez Wanimo ont réussi à faire un travail absolument incroyable pour la digitaliser rapidement. Exactement, très rapidement. Ouais. Voilà. Philippe, toi, tu Ouais. voulais parler Ouais, plutôt conviction et info, en fait, juste vous rappeler qu'on avait une SCPI qu'on a créée en 2015, ça s'appelle Patrimo Croissance. On l'a passé en fait en fonds à impact, hein, donc c'est le premier fonds à impact immobilier collectif non coté. L'objet en fait de la SCPI, c'est d'investir en résidentiel, en nue propriété, sur le logement social et intermédiaire. En fait, c'est ce que tu disais, Grégory. Elle a pour objectif effectivement de restituer une performance immobilière et surtout en fait de permettre un accès favorisé à certaines catégories de population à un logement bien sûr décent, bien situé dans des zones en tension foncière. Et puis la deuxième nouveauté, vous avez peut-être entendu parler, c'était bien sûr la SCI Cap Santé en fait qu'on a créée dans la mouvance de Capimo et qui, on vous en remercie en fait, a pratiquement collecté 320 millions d'euros à l'heure à laquelle on se parle en l'espace d'un mois et demi, voilà, et qui vient un petit peu Ça aussi. fait rêver Grégory. Hein. Ah oui, c'est ce qu'on appelle la magie. Hein. De la maison sur la santé, puisqu'on a vraiment en fait aujourd'hui de très fortes convictions sur le segment de la santé. Voilà. Bah, bravo à vous et félicitations pour cette belle collecte. Grégory, 1 minute. 1 minute. Écoute, moi, je vais vous donner rendez-vous un peu plus tard pour vous présenter peut-être le premier produit qui pourra faire appel public à l'épargne chez Keys. Bien évidemment, je ne peux pas en parler. Donc Quel teasing. bah oui, mais je respecte aussi toutes nos oreilles réglementaires et compliance. Mais en tout cas, c'est un petit secret, mais c'est vrai qu'on a été pas mal sollicité par nos partenaires historiques pour avoir quelque chose aussi d'accessible en contrat d'assurance vie de droit français, puisque nous, aujourd'hui, nous ne pouvons exister que dans des contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois. On devrait à la rentrée présenter quelque chose qui sera une solution très en ligne avec ce que Keys fait en termes de positionnement de private equity immobilier, donc complémentaire aussi de ce que le marché propose déjà. Pas la peine de rajouter un produit en plus, donc plutôt un produit à côté. Et je serais ravi de vous en parler et de vous le présenter à la rentrée. Eh ben, écoutez, avec grand plaisir. Messieurs, on a largement dépassé. Je risque de me faire gronder, mais c'est pas très grave. C'était fort intéressant. Et ben, écoutez, merci pour ce webinaire Immobilier Patrimoine 24 numéro 2. Merci pour vos expertises et votre gentillesse et votre bonhomie sur cette vidéo. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain webinaire. Et merci à vous et à très bientôt et plein de bonnes choses pour vos sociétés.